vendredi passé, nous avons abordé l'histoire économique de l'époque hellénistique en traitant d'un sujet particulier qui est celui de l'évolution des campagnes du 4e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Quand je dis 4e, en fait, c'est la fin du 4e siècle, hein, principalement, puisque c'est l'Égypte après la conquête d'Alexandre, donc dans le dernier tiers du 4e siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre pan de ce diptyque, si je puis dire, c'est l'histoire urbaine. L'histoire urbaine. Alors, l'histoire urbaine de l'époque hellénistique est très très intéressante. Vous savez, l'histoire urbaine, comme l'histoire des campagnes d'ailleurs dans l'histoire mondiale, suit des cycles. Le cycle que vous connaissez certainement le mieux par vos études secondaires, c'est celui qui conduit à une ruralisation de la population à la fin de l'Empire romain, sous le bas Empire romain, un rétrécissement des villes à cette époque-là, et puis il y a une renaissance des villes au milieu du XIe siècle, avec cet apogée qui se situe au XIIIe siècle. Alors ça, c'est ce qu'on enseigne dans l'enseignement secondaire. Alors maintenant, moi, il m'a semblé intéressant de voir un petit peu comment se pratique cette respiration, si vous voulez, de l'histoire économique dans l'Antiquité, que l'on étudie moins, sinon pas du tout. D'où mon choix de traiter de l'histoire urbaine à l'époque hellénistique, donc dans les 3 siècles qui précèdent l'ère chrétienne. Quand on étudie un phénomène comme celui-là, il faut évidemment se poser un certain nombre de questions sur ce qu'est une ville, sur le nombre des villes qui ont été créées à cette époque-là, sur le type de ville, sur la forme des villes, sur les objectifs qui étaient visés au moment où elles ont été créées, ou refondées dans certains cas. Ensuite, il faut se poser les questions qui sont propres à l'histoire économique, c'est-à-dire que consommait-on dans ces villes et à quel degré, et que produisait-on dans les villes. Je vous ai dit qu'aujourd'hui je traite d'histoire économique, donc l'histoire sociale ne sera pas vraiment présente. L'histoire politique interviendra maintenant pour fixer un petit peu la chronologie, donc en introduction, et l'histoire culturelle, je ne l'aborderai pas ici, ce serait l'objet d'une leçon en soi, parce qu'effectivement, à l'époque hellénistique, il y a une vie intellectuelle qui souvent est délaissée par rapport à la grande époque classique du 5e et du 4e siècle avant Jésus-Christ, en particulier Athènes, mais grâce à toute une série de travaux de l'époque hellénistique, que ce soit dans le domaine des sciences, ou même dans le domaine de la philologie, on a toute une série d'inventions importantes, et surtout la mise en place d'une tradition qui va nous permettre de connaître les textes anciens à travers les âges, et qui va conduire à cette redécouverte de l'Antiquité grecque au XVe siècle en Italie, au moment de cette période que l'on appelle la Renaissance. Donc, premier point qui a été annoncé, c'est une introduction historique, et quand je dis historique ici, je veux dire essentiellement politique, historique et géographique à l'histoire de ces villes. Je vais donc vous demander de compléter avec moi la ligne du temps qui se trouve sur le panneau de gauche, où je vais noter les dates qui me semblent les plus importantes sur le plan de l'histoire politique, pour situer un petit peu
les phénomènes dont nous allons parler. La ligne du temps part habituellement du bas vers le haut. Je vous ai expliqué pourquoi, par métaphore par rapport au travail des archéologues. Et donc, nous allons partir du dernier tiers du IVe siècle avant Jésus-Christ. En effet, Alexandre le Grand, qui avait conquis l'Empire perse, qui était un empire immense puisqu'il s'étendait jusqu'à l'Inde, eh bien, Alexandre le Grand meurt en 323 avant Jésus-Christ. Donc, je vais noter la première date ici. Peut-être les suivants bleus. 323 avant Jésus-Christ. Donc, on se situe ici. Alors, je trouve que ce serait un petit peu de la provocation que pour utiliser le signe de la croix pour montrer qu'il est mort à cette date-là, mais comme c'est un signe conventionnel, je vais quand même l'utiliser. C'est absurde parce qu'on est déjà avant Jésus-Christ, et en plus de ça, Alexandre le Grand, par définition, n'était pas chrétien. Donc moi, ça me gêne un petit peu de mettre des croix pour des gens qui n'étaient pas chrétiens, et c'est même un anachronisme. Mais par facilité, je vais quand même le faire. Donc vous mettez... Non, je vais l'écrire en toutes lettres. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Mort d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, qui est Alexandre III, roi de Macédoine. 323. Ensuite, peu de temps après sa disparition, ces généraux vont se disputer. Ces généraux, ces principaux généraux, que l'on appelle les diadoques, c'est-à-dire les successeurs. Alors quand je dis ils se disputent, ils se font la guerre, plus exactement, dans les années 319-311 avant Jésus-Christ. Et finalement, on arrive à une sorte d'équilibre temporaire. Vous savez, il va encore y avoir des guerres, en fait, pendant les siècles qui vont suivre, de nombreuses guerres, entre les descendants des généraux d'Alexandre le Grand. Mais en 306-305 avant Jésus-Christ, 3, même 4 de ces généraux se proclament rois. 305. Alors, qui se proclame roi? Vous avez d'une part Séleucos, S-E-L-E-U-C-O-S, qui va prendre la grosse part du gâteau, puisqu'il va occuper la plus grande partie de l'Asie, de la Méditerranée, donc depuis la Syrie, jusqu'à l'Indus, jusqu'à l'Inde. Donc c'est la plus grande partie de l'empire, de l'ancien empire perse. Vous avez ensuite Ptolémée, ou Ptolémaios, qui va occuper l'Égypte et la Cyrénaïque. Je vais vous montrer ça sur une carte dans un instant. Et puis alors, vous avez encore un roi qui va occuper la Macédoine. À ce moment-là, je ne sais pas si c'est encore Antipater, si c'est déjà Antigone. Vous savez, c'est assez compliqué. Ce qui est facile à retenir, c'est Séleucos, je dirais, pour la partie asiatique, et pour la partie égyptienne, Ptolémaios. Mais c'est vrai que je m'y perds parfois entre le royaume de Cassandre, le royaume de Lysimaque, le royaume d'Antipater et d'Antigone. Mais donc, sachez qu'il y a donc un troisième roi, donc pour la partie, je dirais, grecque, macédonienne. Donc, les diadoques se proclament rois. Autrement dit, ils prennent le titre qu'Alexandre le Grand avait lui-même lorsqu'il était roi de Macédoine. Alors,
nous allons regarder la carte, ici, et voir à quel territoire correspondent les royaumes des différents dialogues. Donc en fait, ici, ce que vous avez en jaune, ceci, c'est le royaume de Ptolémaios. Donc vous vous souvenez que vendredi, nous avons étudié les campagnes à l'époque des Ptolémées, du 3e au 1er siècle avant Jésus. Donc vous voyez que ça correspond à l'Égypte, à une partie de la Libye actuelle, et en particulier la Cyrénaïque. Cyrène étant une vieille colonie grecque qui remonte à l'époque archaïque. Ensuite, tout ceci, tout ce territoire-ci, donc qui comprend une partie de l'Asie mineure à ce moment-là, et qui va jusqu'à l'Indus, donc c'est beaucoup plus loin, ça va au-delà de la carte que vous avez devant les yeux, c'est donc le royaume de Séleucos. Il est immense. Hein, il y a plusieurs milliers de kilomètres entre la Méditerranée et d'autre part l'Indus. Et puis alors, vous avez ici un autre royaume, qui est le royaume de Macédoine. Il y a des petits royaumes hellénistiques qui vont se former également en Asie mineure. Et on va voir ça bientôt. Dans les années 240, 241, 226 avant Jésus-Christ, donc je le situe ici, donc sur ma ligne du temps, vous avez un nouveau royaume qui s'établit et qui est le royaume de Pergame. C'est le royaume des Attalides. Alors, ce royaume des Attalides, il s'étend des années donc 240-230 avant Jésus-Christ, jusqu'au moment où le dernier roi de Pergame fait don, c'est-à-dire qu'il lègue son royaume à la République de Rome. Parce qu'à ce moment-là, Rome n'est pas encore un empire. Hein, il faut attendre la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc d'ici à ici, donc jusqu'en 133, vous avez le royaume de Pergame, sous la direction donc de la dynastie des Attalides. A-D-T-A-L-I-D-E-S. Alors pourquoi on appelle ces dynasties des Attalides? Parce qu'il y a plusieurs rois, on a 3 en particulier, qui s'appellent Attal. Alors, le royaume des Attalides, je vais le montrer sur la carte. Eh bien, le royaume des Attalides, Pergame se situe ici, donc le royaume des Attalides, il va se situer ici. Voilà. En Asie mineure, donc dans la partie occidentale de l'Asie mineure. Alors, le royaume maintenant des Ptolémées. On va parler plutôt du royaume des Séleucides. Le royaume des Séleucides, lui, il va s'étaler, enfin il va s'étendre plutôt, donc du début du 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'en fait 64 avant Jésus-Christ. C'est le moment où les derniers lambeaux de cet empire qui a été progressivement mangé par les Parthes, P-A-R-T-H-E-S, c'est-à-dire un royaume nomade à l'origine puis sédentaire, qui venait du nord-est, si vous voulez, du nord le royaume des Séleucides. Et en 64 avant Jésus-Christ, Rome va annexer ce qui reste, c'est-à-dire pas grand-chose de ce qui avait été un vaste royaume, et ce qui en reste, c'est la Syrie, et même une partie de la Syrie, et donc ce qui en reste va devenir la province de Syrie. Donc je vais faire ici, alors je vais peut-être prendre une autre couleur pour ne pas surcharger mon tableau.
Alors, le royaume donc, des Séleucides, il s'étend donc d'ici, et je vais aller jusqu'à 64 avant Jésus-Christ. Donc là, je dois surcharger le bleu qui est là. Non, je ne vais pas le faire. Vous verrez, là, c'est 305, parce que c'est le moment où c'est le sceau devient roi. Et donc, ceci, c'est donc la période pendant laquelle les Séleucides règnent sur une grande partie, puis une petite partie de l'Orient, du Moyen-Orient. Donc je mets ici au-dessus 64, date de l'annexion de la province de Syrie par Rome. Alors, il y a maintenant le royaume de Macédoine. Vous vous souvenez, c'est un des royaumes des Diadoques, qui est créé à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors, ce royaume, lui, va tenir jusqu'en 168 avant Jésus-Christ. Donc, je place 168 ici. Et donc, je pars là aussi. Voilà. Donc, toute cette période-ci, c'est donc le royaume des Antigonides, autrement dit, du royaume de Macédoine. Les Antigonides, le royaume de Macédoine. Alors, il y a deux dates importante, c'est celle de 196 avant Jésus-Christ, lors de laquelle le roi Philippe V de Macédoine, je vous rappelle que le père d'Alexandre III, donc d'Alexandre le Grand, c'était Philippe II de Macédoine, et bien donc en 196 avant Jésus-Christ, Philippe V de Macédoine est battu à la bataille de Cynocéphale. Je vais vous le montrer dans un instant sur la carte. Cynocéphale, ça veut dire la tête de chien, si vous voulez. Un céphale, vous savez ce que c'est qu'avoir des céphalées, c'est-à-dire avoir des mots de tête, et cyno, ça vient d'un mot grec qui veut dire chien. Vous avez par exemple une école philosophique qui s'appelle les cyniques, et ça veut dire en fait ceux qui sont comme les chiens, parce qu'ils vivaient dans la boue comme des vagabonds. Voilà. Donc 196. Et puis il y a une deuxième bataille, alors son fils reprend en fait les armes contre Rome, et lors d'une bataille éclair en 168 avant Jésus-Christ, les Macédoniens sont cette fois définitivement battus par les Romains à la bataille de Pydna, P-Y-D-N-A. Je vous montre ça donc sur la carte. Voilà. Alors, Pydna et Cynocéphale se trouvent ici, donc en Macédoine. Pydna et Cynocéphale. Donc Cynocéphale, ça s'écrit donc C-Y-N-O-C-E accent aigu P-H-A-L-E-S, Cynocéphale, 196 avant Jésus-Christ. Et Pydna, je vous l'ai déjà donné, je vous le redonne une deuxième fois pour l'orthographe, P-Y-D-N-A, 168 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, à la suite de ces deux batailles, la Macédoine est battue définitivement, le royaume macédonien disparaît et devient une province de l'Empire romain. Vous avez déjà dit également que le royaume de Pergame devient une province romaine en 133 avant Jésus-Christ. Enfin, je ne vous l'avais pas dit, mais je vous le dis maintenant. En 133 avant Jésus-Christ, et ce royaume de Pergame va s'appeler la province d'Asie. Donc pour les Romains, lorsqu'ils parlent de l'Asie,
il ne parle que de la partie occidentale de l'Asie mineure. Donc, pour un Romain, l'Asie, ce n'est pas le continent qui va de la mer Égée jusqu'à la mer de Chine. Non, c'est tout simplement une province ici. De la même manière que pour les Romains, quand ils parlent de l'Afrique, c'est en fait la partie septentrionale de ce que nous appelons maintenant la Tunisie. Donc, il ne faut pas faire d'anachronisme. Donc, l'Égypte ne fait pas partie de l'Afrique à cette époque-là, puisque l'Afrique est plus petite que l'Égypte, c'est une simple province. De la même manière, l'Asie n'est qu'une petite province. Et de là, il y a eu évidemment une extension du champ du terme vers l'ensemble du territoire qui se trouvait à l'arrière. Voilà. Donc faites attention, parce que dans les textes, il y a parfois des pièges. Alors on vous dit qu'ils parlent de l'Asie. Non, les Romains ne possèdent pas toute l'Asie, ils ne possèdent qu'une partie de l'Asie mineure à ce moment-là. Bon. Alors, reste à vous parler maintenant des Ptolémées, bien sûr, des Lagides. Alors là, je vais utiliser du blanc. Les Lagides. Alors les Lagides, on part également de 305 avant Jésus-Christ avec Ptolémaïos. Et vous vous rappelez peut-être de la chronologie que j'avais recopiée, enfin que j'avais écrite sur le tableau vendredi passé. Hein. La dernière reine de la dynastie des Lagides, c'est Cléopâtre VII, qui était l'amante, non seulement de César, mais aussi de Marc-Antoine, qui va se faire battre avec Cléopâtre en 31 à la bataille d'Actium en Grèce. C'est une bataille navale. Voilà. Donc, on va mettre ici 31 avant Jésus-Christ. Alors là, je pars également ici. Donc, ce sont les Lagides ou Ptolémées, c'est la même chose. Donc, Lagide, L-A-G-I-D-E. Donc, vous retenez? Donc, tout ça, c'est simplement un cadre chronologique élémentaire qui vous permettra de situer un certain nombre de faits, éventuellement, que je relèverai ici. Ça va? Donc, les Antigonides de 305 jusque... Ah, mais je n'ai peut-être pas indiqué la date là, pour les Antigonides. Jusqu'en 168. Voilà. Ah oui, les 31, je ne l'ai pas noté non. Donc je reprends. Donc les Antigonides de 305 à 168, c'est la Macédoine. Les Séleucides de 305 à 64, c'est donc l'Asie, enfin le Moyen-Orient en gros. Les Lagides de 305 à 31, c'est l'Égypte, et les Attalides, c'est l'Asie mineure, donc des années 341 à 226, si vous voulez, à 133 avant Jésus-Christ. Donc tous ces territoires, finalement, vont être avalés par ce rouleau compresseur qu'est l'Empire romain. Hein? Donc finalement, tous ces territoires, tout l'Orient méditerranéen qui était grec, hellénophone, va tomber sous la domination de Rome, mais le grec va continuer, évidemment, à être la langue intellectuelle, la langue du commerce, et le grec va fortement influencer également la pensée politique et tout, philosophique des Romains, si tant est qu'il n'y en ait jamais eu de puissante. Je parle de pensée philosophique à Rome. Alors, maintenant, on va enfin passer, deuxième point, à l'histoire des villes hellénistiques. L'histoire des villes hellénistiques. Alors, le premier phénomène qui frappe, c'est cette efflorescence, cette explosion de villes un petit peu partout dans l'ancien empire d'Alexandre. On va assister à une véritable urbanisation
de l'ancien empire d'Alexandre, divisé en un certain nombre de royaumes sur lesquels je me suis très largement étendu jusqu'ici. Donc, urbanisation, importante. Alors, quand je dis importante, c'est tout d'abord quantitativement, en nombre. Donc combien de villes ont été créées pendant cette période? Alors, Alexandre le Grand aurait créé plus de 70 villes pendant la courte période de son existence, puisqu'il est mort, il avait 30 ans. Alors, où les a-t-il créées? Un petit peu partout dans son empire. C'est comme ça que l'on trouve, mais pas n'importe où, je dis un petit peu partout, mais je n'ai pas dit n'importe où. C'est comme ça qu'on va trouver jusqu'en Inde, jusqu'en Afghanistan, des villes qui vont porter le nom d'Alexandre. Donc il y aura de nombreuses villes qui vont s'appeler Alexandrie. Celle que nous avons en tête, c'est évidemment Alexandrie d'Égypte. Mais des Alexandries, vous en allez en avoir plusieurs dizaines. Un petit peu comme ces monarques orientaux, que ce soit les Assyriens, que ce soit les Babyloniens, comme plus tard ce sera le cas également des califes à l'époque musulmane, les souverains, quand ils montaient sur le trône, créaient une nouvelle capitale ou créaient de nouvelles villes. Ça faisait partie, je dirais, du processus qui suivait l'intronisation. Dans l'Empire séleucide, c'est-à-dire la plus grande partie, je dirais, de cet éclatement de l'Empire d'Alexandre le Grand, de nombreuses villes vont s'appeler du nom du fondateur de la dynastie qui s'appelle Séleucos. Donc vous allez avoir beaucoup de villes qui vont s'appeler Séleucie. S-E, accent aigu, L-E-U-C-I-E. Séleucie. Alors pour les distinguer les unes des autres, on va dire Séleucie sur l'Euphrate, Séleucie à tel endroit. Donc il y aura toujours un petit quelque chose à côté. Comme vous avez en Belgique, hein, parfois, ou en France, des villes qui portent le même nom, alors on va dire telle ville sur tel fleuve. Ça va? En Allemagne aussi, hein, les Francfort, ou Fribourg, il y en a plusieurs. Hein. Alors, par contre, en Égypte, peu de villes vont être créées. Il y en a une véritablement, outre Alexandrie, une qui va être créée, qui est Ptolémaïs. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de Ptolémaïs vendredi passé. Ptolémaïs qui se trouve en fait un peu au nord à quoi 130 km de Luxor. Ptolémaïs. Le nom n'apparaît pas sur la carte, mais Ptolémaïs qui renvoie évidemment à cette dynastie, hein, celle des Ptolémaïs. Voilà. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'Empire séleucide, je vous ai parlé de beaucoup de villes qui vont s'appeler Séleucie, il y a beaucoup de villes aussi qui vont s'appeler Antioche. Maintenant, nous pensons à la ville d'Antioche en Syrie, hein, mais ici, hein, Antioche en Syrie. Mais il faut savoir que dans l'Antiquité, il y avait toute une série de villes qui s'appelaient Antioche, du nom d'un des successeurs de Séleucos qui s'appelait Antiochos. Et il y a eu plusieurs rois qui vont s'appeler Antiochos, hein, Antiochos Ier, deuxième, troisième, à la tête de cet empire. Donc voilà pour le nom. Donc il y aurait, je vous ai dit, plusieurs dizaines de villes qui auraient été créées à cette époque-là. Maintenant, de quel type de ville s'agit-il? Alors,
quel type de ville s'agit-il? Alors, certaines sont des villes nouvelles, au sens littéral du terme, et d'autres de ces villes ne sont pas des villes nouvelles, ce sont des villes qui sont refondées. C'est-à-dire qu'à côté d'une ville ancienne, qui date de l'époque perse, de l'époque babylonienne, de l'époque antérieure, il y a une ville grecque, macédonienne, qui se crée juste à côté, une ville jumelle, si vous voulez. Donc il y a la ville des indigènes, entre guillemets, et d'autre part la ville grecque. Donc il y a deux villes, côte à côte. Alors vous avez des villes qui sont avec des murailles, d'autres sans murailles. On peut en fait établir une typologie exhaustive, si vous voulez, mais est-ce que ça aurait beaucoup de sens? Je ne le crois pas. En revanche, on peut essayer de comprendre quels étaient les objectifs de ces rois hellénistiques. Alors pour certains, il s'agit de villes qui ont un objectif purement politique. D'autres pensent qu'il s'agit d'un objectif économique. Quand je dis d'autres, je parle ici tout le temps des historiens du XXe siècle. Et parmi les historiens les plus récents, comme Pierre Briand, B-R-I-A-N-T, eh bien, ils pensent qu'il faut plutôt considérer que les villes, ou la plupart des villes, ont plutôt un objectif global, c'est-à-dire qu'il s'agit de création de villes dans un but économique, politique, mais aussi culturel. N'oubliez pas quand même qu'il s'agit de colonisation. Les Grecs, quand ils arrivent, ils sont très peu nombreux. Ils conquièrent par les armes l'ancien empire perse, mais eux-mêmes sont très peu nombreux. Donc quand ils créent des villes, je dirais, la plupart du temps pour eux-mêmes, mais l'immense majorité de la population va continuer à habiter dans des bourgades, dans des villages, dans des villes qui existaient précédemment. Entendu? Donc je vous ai parlé du nombre, je vous ai parlé du type de ville, je vous ai parlé aussi des objectifs qui auraient pu être ceux des rois hellénistiques, puisque les villes sont créées par des rois, ce sont des fondations royales. Maintenant, il s'agit peut-être de savoir quelle est leur forme. Suivent-elles un plan urbanistique ou pas? Eh bien oui. Elles ne sont pas construites au petit bonheur la chance. Vous savez, comme ces villes médiévales qui sont créées à un endroit, et puis qui vont se construire à partir d'un centre. Vous savez, c'est un peu le cas de Nivelles, vous avez beaucoup de petites rues enchevêtrées autour de la collégiale. Et puis il y a des endroits où les rues sont plus droites, tout simplement parce qu'il y a eu des bombardements en 1940 et que l'on a dû reconstruire à l'état neuf des quartiers, puisque les Allemands avaient détruit à la suite de leur bombardement les vieux quartiers. Mais si vous vous rapprochez plutôt du côté du palais de justice, ou même en remontant du côté de la rue Saint-Georges, vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de petites rues du côté des piétonniers. Des petites rues qui ne sont pas droites du tout, qui sont enchevêtrées, qui ont des formes bizarroïdes, tortueuses. Tandis que lorsque l'on crée une ville, comme ça, je dirais clé sur porte, eh bien là, on peut avoir en tête un plan préétabli. Et ces plans préétablis, en fait, suivent un architecte antérieur qui est Hippodamos de Milet, Hippodamos, H-I-P-O-D-A-M-O-S de Milet, M-I-L-E-T. Milet, c'est en fait une ville qui se trouve en Asie mineure. Voilà. Donc je vous parlerai dans mon cours d'histoire de la philosophie, parce qu'au 7e, 6e siècle, c'est là qu'est née la philosophie grecque, avec des grands penseurs, justement. Et ces plans, ce sont des plans en damier. Ça va? Autrement dit, il y a deux axes perpendiculaires qui sont établis, nord-sud, est-ouest, et à partir de là, on va
tracer des routes, enfin des rues, parallèles à ces deux axes perpendiculaires. Et au moins le long des deux axes perpendiculaires, il y a des portiques, c'est-à-dire comme ici à l'école normale, ce qu'on appelle des préaux ici, hein, donc des toits qui permettent de couvrir des galeries pour se protéger du soleil, principalement dans ces régions-là. Et ça fait penser, évidemment, au plan de New York, aujourd'hui. Sur l'île de Manhattan, vous avez du sud au nord des avenues qui sont parallèles et qui partent de l'est, c'est-à-dire comment dirais-je, de la partie où se trouvent les bâtiments de l'ONU. Et puis alors, vous avez des rues qui sont perpendiculaires aux avenues, qui partent du sud vers le nord et qui commencent à l'est vers l'ouest, et qui sont beaucoup plus nombreuses. Des avenues à New York, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a peut-être 12, 13, quelque chose comme ça, alors que des rues, vous en avez certainement 200, quelque chose comme ça sur l'île de Manhattan. Je sors ces chiffres-là, je ne peux pas vous les assurer en nombre, mais en tout cas, c'est de cet ordre de grandeur-là. Voilà donc pour la réponse aux trois questions que je me posais, le nombre. Ensuite, je vous ai parlé de leur typologie et des objectifs de création. Et ensuite, nous avons traité de l'urbanisme et de la forme de ces villes. Maintenant, je vais aborder les deux fonctions essentielles d'une ville, si pas leur fonction, plutôt leur caractéristique. C'est qu'une ville consomme et une ville produit. Oui, on peut parler de fonction, c'est pas interdit. Grand A, les villes en tant que consommatrices. Alors, quand je parle de consommation, il va de soi que le premier besoin d'une population est de s'alimenter. Donc, c'est d'alimentation dont il va être question ici. Alors, le territoire civique, c'est-à-dire le territoire d'une cité, et vous vous souvenez ce que c'est qu'une cité, je vous l'ai amplement expliqué lorsque nous avons abordé l'époque grecque archaïque et l'époque grecque classique. Je vous avais expliqué qu'une cité-État comprend une ou plusieurs villes, une ou plusieurs bourgades, ça peut être une petite bourgade d'ailleurs, plus l'arrière-pays, hein, qui est constitué des terres. Donc la cité n'est pas synonyme de ville, vous vous souvenez de ça. Cité est synonyme d'État, mais un État particulier, hein, qui s'organise avec ses citoyens. Alors, on va d'abord voir comment cette consommation s'organise sur le plan interne, au niveau de ces cités qui perdurent à l'époque hellénistique, bien que nous trouvions dans des royaumes, et que la notion de citoyenneté, effectivement, tente à disparaître, pas complètement, hein, mais dorénavant, les habitants d'un royaume sont plus les sujets d'un roi que les citoyens d'une cité. On est bien d'accord, puisque ces États n'existent plus. Je ne parle pas de certains États grecs qui existent toujours,
en Grèce même, parce qu'ils ne sont pas sous la domination de ces rois hellénistiques. Mais pour le reste, effectivement, les cités ont disparu dans toute une série de régions. Alors sur le plan interne, une cité, je vous ai dit, est constituée d'une part d'une ville, ce qu'on appelle l'astou, A-S-T-U, l'astou, et d'autre part de son environnement, de sa campagne d'alentour que l'on appelle la Chora. C-H-O, accent circonflexe A, la Chora. La Chora qui ne s'oppose pas à l'astou. Ce n'est pas l'opposition de la campagne face à la ville. Ce sont simplement des dénominations, je dirais, géographiques. Les deux étant complémentaires. L'astou ne peut pas vivre sans sa Chora. Alors lorsqu'une nouvelle ville est créée, est fondée, qu'est-ce qui se passe? Puisque je vous ai dit, près de 70 villes ont été créées, à partir de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, dans l'ex-empire d'Alexandre le Grand, dans les royaumes qui ont succédé donc à l'empire d'Alexandre. Eh bien, lorsqu'une ville est créée, on devait inscrire vraisemblablement sur les tablettes civiques, c'est-à-dire les tablettes qui reprenaient l'ensemble des citoyens de cette cité, leur nom, et à côté, vraisemblablement, le lopin de terre qui était attribué à chaque citoyen. Ce lopin de terre, les Grecs l'appellent le kléros. K-L-E, accent grave, R-O-S, le kléros. Le pluriel de kléros, c'est kléroi, donc c'est O-I à la fin. Les kléroi. Et théoriquement, l'attribution de kléroi, de lopin de terre aux citoyens devait, je dis bien théoriquement, les aider à vivre. Mais dans les faits, à partir du moment où la population croît, et à partir du moment où il a fallu aussi déloger des paysans en Égypte, en Syrie, etc., ça pose des problèmes. À un moment donné, les kléroïs ne peuvent plus subvenir aux besoins. Et donc, on doit faire appel à des, comment dirais-je, des marchandises qui viennent de loin, donc qui ne viennent pas du périmètre immédiat de la Chora. Ceci dit, il y a des villes qui disposent d'une immense Chora, autrement dit d'un arrière-pays qui est immense. C'est le cas d'Alexandrie. Vous devez vous dire que la Chora d'Alexandrie, c'est pratiquement toute la vallée du Nil. Et la vallée du Nil, à l'époque hellénistique, est organisée quant à ses productions par rapport aux besoins de la ville, par rapport à Alexandrie. Mais dans la plupart des cas, on n'est pas dans la situation d'Alexandrie avec une immense Chora. Donc il faut faire venir des biens, du ravitaillement d'ailleurs. Le gros problème, à l'époque hellénistique comme à l'époque archaïque ou classique, c'est ce qu'on appelle la crise agraire. Vous vous souvenez peut-être qu'on a abordé la crise agraire, dont la résolution a été à l'origine de la démocratie à Athènes. Je vous rappelle la crise agraire 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors la crise agraire, c'est-à-dire quand les terres disponibles pour ravitailler la population sont insuffisantes par rapport au nombre d'habitants. Une des solutions peut être le départ d'un certain nombre d'habitants vers l'extérieur, et c'est ce qu'on appelle la colonisation, sur le pourtour de la Méditerranée. Il peut y avoir des tentatives de solution, de résolution du problème, en essayant d'organiser un système politique qui satisfasse le plus grand nombre. Ça peut être le cas de la démocratie. Il peut y avoir aussi une solution politique, qui sera celle d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est l'impérialisme. On domine certaines cités, on leur fait payer un lourd tribut,
qui permet à une partie de la population, en tout cas au plus grand nombre, de pouvoir disposer de temps libre et donc de participer à la démocratie. Donc vous voyez que des solutions diverses peuvent avoir été envisagées. Mais quand il n'y a plus assez en période de crise agraire, en période de difficultés, d'épidémies, etc., qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on fait appel, bien entendu, aux terres qui produisent beaucoup de blé. Où produit-on du blé sur le territoire grec? Je le montre sur la carte. Ben, dans cette région-ci, ce qu'on appelle la Béotie, et dans cette région-ci, qu'on appelle la Thessalie. Béotie, B-E, accent aigu O-T-I-E. Et Thessalie, donc la Thessalie se trouve donc au sud de la Macédoine. La Macédoine ici, la Thessalie ici. La Thessalie s'écrit T-H-E-S-A-L-I-E, la Thessalie. Mais quand ces régions-là elles-mêmes connaissent des problèmes, ben, il va falloir essayer de résoudre tout ça, parce que c'est en période de crise. Là, le blé aura quelques difficultés à être exporté, puisque les gens vont plutôt pratiquer l'autoconsommation, vous le comprenez. Alors, quelles solutions sont apportées? Ben, c'est essentiellement ne pas s'en remettre à une économie de libre marché, si je puis dire. Vous savez, ce sont des mots qui sont à la mode aujourd'hui. Et on essaye de réguler le commerce. On essaye de surveiller le ravitaillement. Et il y a donc des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui sont préposés à la surveillance du ravitaillement. À Rome, plus tard, on aura quelque chose de semblable, c'est celui que l'on appelle le préfet de l'Annone. Annone, ça veut dire le blé, hein, en romain, en latin. Le préfet de l'Annone, c'est celui qui doit s'occuper du ravitaillement de Rome. Et il a un rôle évidemment tout à fait essentiel, parce que vous savez que quand il n'y a plus de pain, les gens ont tendance à s'agiter, à se révolter contre le pouvoir politique. Et vous connaissez certainement la fameuse phrase de Juvenal, hein, du pain et des jeux, c'est ce dont le peuple a besoin. Du pain, même pour les chômeurs, parce qu'à la plèbe, à Rome, l'infima plèbe, c'est-à-dire le bas étage, si vous voulez, du peuple, a besoin de se nourrir, peu importe qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas de travail, mais au moins ils ont besoin d'avoir à manger pour ne pas se révolter. N'oubliez pas que c'est quand même aux 2 premiers siècles de notre ère une ville qui comporte certainement 1 million d'habitants. Hein? Et les jeux, là, inutile de vous faire une description à l'heure actuelle, le football, etc. C'est une manière de tenir les gens aussi, hein, tant qu'ils sont occupés, tant qu'ils ont l'esprit occupé par des jeux, et tant qu'ils ont l'estomac rempli, mais ils ne constituent pas une menace pour la population. Et quand je dis les jeux, ça pouvait être des jeux cruels à Rome, hein, les jeux gladiateurs, etc. Ben, regardez l'importance de la violence dans les films télévisés à notre époque, au cinéma et tout. C'est une manière aussi de trouver un dérivatif par rapport à une violence sociale qui est certainement présente, mais que l'on essaie de canaliser. Alors, j'étais en train de vous parler de surveillants pour le ravitaillement. Il y a également des inspecteurs qui surveillent le commerce, donc c'est un rôle, ils ont une fonction politique très très importante. Alors, je vous ai parlé jusqu'à présent essentiellement de blé, mais il faut savoir que les villes sont aussi consommatrices de vin. Hein. Donc, on a besoin de solide et liquide aussi pour vivre. Hein. Et c'est comme ça que, par exemple, du vin de Syrie était importé en Égypte, à Alexandrie en particulier. Voilà. Après avoir parlé, je dirais ici, de la fonction des villes, consommation, voilà, interne, voilà, externe, c'est ce dont je viens de vous parler maintenant, on va faire appel à des ressources externes. Maintenant, je vais vous parler d'une autre activité très importante des villes, qui est l'activité de production. Parce que les villes ne sont pas évidemment que des parasites
Et ce ne sont pas du tout d'ailleurs les parasites. Ils ne sont pas là uniquement pour consommer, ils sont là aussi pour produire. Elles produisent. Elles produisent. Alors, elles produisent quoi? Alors, dans le domaine de la production, elles produisent quoi? Eh bien, elles produisent en fait dans ce qu'on pourrait appeler le secteur industriel, mais avec des guillemets, parce qu'on est bien avant la fameuse révolution du XVIIIe siècle. On peut parler d'artisanat, plus exactement. Elles produisent quoi, les villes? Eh bien, elles produisent des biens variés et ces villes se sont en général spécialisées. Si vous prenez le cas de Millet, dont je vous ai parlé, et ce n'est pas la plus importante, bien entendu, mais c'est la première dont je vous parle ici. Millet, eh bien, à Millet, on produit de la laine. Si vous prenez, c'est la spécialité en tout cas de Millet, si vous prenez le cas d'Alexandrie, qui est la plus grande ville de l'époque hellénistique, Alexandrie produit essentiellement des biens de luxe. Qu'est-ce qu'il y a encore comme ville importante? Réfléchis un petit peu. À Athènes, bien entendu, on continue à produire un certain nombre de biens qu'on produisait, comme la céramique, précédemment. Et je pourrais continuer, vous savez, le but ici n'est pas de faire un inventaire, mais d'observer et d'essayer de comprendre comment fonctionne une ville hellénistique. Donc ici, vous notez qu'il y a une spécialisation qui est apparente, à partir des sources, que ce soit des sources littéraires, mais surtout des sources archéologiques. Alors, la plupart du temps, ces biens artisanaux, le mot est plus juste que bien industriel, sont produits non pas dans des grands ateliers royaux, mais sont plutôt produits dans des petites, comment je dirais, des petits ateliers qui sont en même temps des boutiques, autrement dit, ils produisent et ils vendent en même temps. Et ces petits ateliers, en grec, on les appelle des ergasteria. Ergasteria, ça s'écrit E-R-G-A-S-T, E accent grave, R-I-A. Ergasteria. Alors dans ergasteria, vous avez un mot grec qui est ergon, qui veut dire travail. C'est un mot qu'on a déjà trouvé vendredi passé. Ça vous rappelle quelque chose? Je vous avais parlé de deux rois égyptiens qui s'appelaient Ptolémée et Vergète. Vous vous souvenez? Et Vergète, ça veut dire Ptolémée, le bienfaiteur ou le bienfaisant. Et je vous avais dit que la deuxième partie du mot, après le E ou le F qui précède, qui veut dire bon, et ergète, ergète, ça venait de ergon, c'est-à-dire le travail. Au singulier, ergasteria, c'est ergasterion. Hein, c'est un mot neutre, voilà. Ergasteria, c'est le pluriel. C'est intéressant parce que c'est un mot qu'on va retrouver également l'an prochain lorsque nous étudierons Byzance pendant le Haut Moyen-Âge. Hein, vous allez voir que là aussi, il y a beaucoup de petits ateliers qui produisent des biens qui sont vendus un petit peu partout dans l'Empire byzantin, mais aussi aux Vénitiens, par exemple. Voilà. Donc vous avez noté qu'il y a spécialisation, il y a également production dans de petits ateliers et non pas dans des grandes structures, donc ce n'est pas des grandes manufactures si vous voulez, c'est plutôt des petits ateliers, des petites structures.
Alors maintenant, il reste un dernier élément, c'est la fonction d'échange. Alors la fonction d'échange, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on appelle couramment le commerce. Ça va? Un commerçant échange un bien, il l'achète à un producteur et il le vend à quelqu'un qui devient un consommateur. Donc c'est la fonction qui fait le lien entre la production et la consommation. Alors le commerce. Alors, le commerce va se déplacer à l'époque hellénistique vers l'Est. À l'époque classique, Athènes, l'Italie du Sud, étaient incontestablement des lieux de production très importants. Le Pirée également, le port d'Athènes. À l'époque qui nous intéresse, il va y avoir un déplacement vers l'Est. Et quand je dis déplacement vers l'Est, on va voir Délos, qui se trouve ici, Délos dans la mer Égée, D-E accent aigu L-O-S, qui à partir de 167-166 avant Jésus-Christ va devenir un port franc. Alors quand on dit franc, ça veut dire libre de toute taxe, hein, c'est ça que ça veut dire franc. Hein, vous savez, c'est la partie de l'aéroport, hein, vous savez, où il est marqué free tax. Hein, donc ça veut dire que vous ne pouvez rien payer, c'est là qu'on achète du parfum, des tas de machins dont on n'a pas besoin la plupart du temps, mais comme il n'y a pas de taxe à payer, voilà, on se rue sur ces produits-là. Hein. Eh bien, Délos, c'est une ville donc qui va supplanter Rhodes, avec laquelle elle était en conflit, grâce aux Romains. Donc ce sont les Romains qui rendent la ville de Délos libre, donc franche. Alors Délos, c'est une ville un petit peu sinistre quelque part, quand on dit sinistre à nos yeux à nous, pas du tout pour les marchands qui s'y rendaient à cette époque-là, parce que c'est une ville de transit, comme Rhodes d'ailleurs, hein, c'est une ville de transit. Alors c'est une ville de transit, mais alors qu'est-ce qu'on y vend? Qu'est-ce qu'on y vend et qu'est-ce qu'on y achète? Eh bien on y achète des esclaves. Je vais vous dire qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers d'esclaves qui arrivaient et qui étaient vendus tous les jours à Délos. Vous imaginez quel trafic, hein, c'est autre chose que la foire de Libramont pour les bœufs. Hein. Vous imaginez des dizaines de milliers d'esclaves qui transitaient par cette place. C'est assez affolant quand on y pense. Hein. Voilà. Alors, ces esclaves, vous allez dire, ils viennent d'où? Ben, il faut savoir qu'il y avait la piraterie, il y avait des tas de, comment dirais-je, d'endroits où l'on pouvait, vous savez, quand vous débarquiez quelque part, vous preniez une partie de la population, mais il n'y avait rien qui vous empêchait de le faire, théoriquement. Donc c'est assez sinistre comme procédé, mais voilà, donc vous ne pouvez pas imaginer que dans ces esclaves, il y avait surtout des abrutis, pas du tout, là-dedans il y avait des intellectuels, il y avait de tout. Hein. Les Romains, lorsqu'ils ont conquis, enfin lorsqu'ils ont battu Carthage, et plus tard lorsqu'ils ont battu les rois de Macédoine, dont je vous ai parlé, Philippe V en 196, et puis Persée en 168, et puis surtout lorsqu'ils ont, comment dirais-je, réduit en cendres la ville de Corinthe en 146, la même année où ils détruisent complètement Carthage, en 146 avant Jésus-Christ, il y a des dizaines de milliers d'esclaves qui sont arrivés en Italie. Quand je dis des dizaines de milliers, je dois dire des centaines de milliers d'esclaves. Et parmi ceux-ci, il y avait de tout. Il y avait des médecins, il y avait des professeurs et tout. Alors, il y en a qui devenaient esclaves domestiques et qui devenaient précepteurs des enfants du maître, qui devenaient leurs médecins. Il y en a, la plus grande partie, évidemment, allait travailler dans les mines, par exemple en Sicile, ou surtout, je dirais, dans les champs en Italie. Hein. Il y a eu des millions d'esclaves à un moment donné, on verra ça plus tard, hein, et ça va conduire à des révoltes dans le dernier tiers du IIe siècle avant Jésus-Christ, en Italie, et ça va se terminer par la plus célèbre de toutes les révoltes, hein, c'est la révolte de Spartacus
entre 73 et 71 avant Jésus-Christ. Là, ça va se terminer par la crucifixion de 5000 d'entre eux sur la Via Appia. Voilà. Alors, donc, voilà. Donc, il y a, je vous ai parlé de Délos, je vous ai parlé également de Rhodes, qui va être supplanté, mais Rhodes reste quand même une place commerçante très très importante. Très très importante. Alors, comme ville dont je ne vous ai pas parlé également sur le plan de l'artisanat, c'est évidemment le Pergame, qui se trouve plus ou moins ici. Pergame, la capitale du royaume des Attalides, et Pergame où l'on va traiter les peaux, des bovins c'est là que ça va être inventé d'ailleurs, pour en faire des parchemins. Donc avant le 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ, le parchemin n'existe pas, et le parchemin va progressivement remplacer le papyrus, mais pas complètement, il va être utilisé parallèlement. L'avantage du parchemin, cette peau traitée, c'est qu'elle est solide, alors que le papyrus, lui, il s'effrite complètement. C'est du carton, si vous voulez. Le papyrus, c'est une sorte de carton léger. Donc il s'effrite, il se casse. Tandis que le parchemin est dur, mais il coûte beaucoup plus cher. Vous imaginez combien de bœufs il fallait tuer pour faire un manuscrit au Moyen-Âge? Vous avez déjà réfléchi à ça? Si vous avez 1 mètre carré, que vous parvenez à tirer d'un bœuf, 1 mètre carré de parchemin, avec 1 mètre carré, vous ne faites pas tellement beaucoup de pages, au signal. Si vous avez un volume comme la Bible qui fait 200 ou 300 pages, il y a combien de bœufs qu'on a dû tuer derrière? Voilà, donc c'est un produit de luxe. Et alors le luxe, c'est évidemment le vélin, qui est de la peau de veau nouveau-né, que l'on a tué, parce que là c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus fin. Vous avez déjà, je vais faire un lapsus tué, donc vous avez peut-être déjà touché à nouveau-né, vous voyez que c'est quand même moins rugueux que notre peau à nous. Ça va, c'est tout doux. La peau. Pour les veaux, c'est la même chose. Voilà, mais ça demandait un traitement particulier, il fallait plier, il fallait tanner, etc. Il y a quand même un travail important. Pergame s'était spécialisé là-dedans. Voilà. Alors, le bilan de tout ceci, la conclusion. Mais la conclusion de tout ceci, c'est que, et pour le commerce en particulier, c'est que évidemment, la conquête d'Alexandre le Grand a dilaté l'espace commercial grec. Les échanges se font à une échelle inconnue jusqu'alors. Ces échanges ont entre autres permis la création de villes. Et permis donc ce phénomène d'urbanisation par lequel j'ai commencé mon exposé. Toutefois, il ne faudrait pas exagérer le commerce, je pourrais même dire international de cette époque-là, parce que la notion de nation n'a pas beaucoup de sens avant la Révolution française, on est bien d'accord, mais interpays, interroyaumes, parce que ce sont tous des royaumes où l'on parle grec, mais ce sont quand même des royaumes concurrents, ce sont quand même des pays et des pays différents, il ne faut quand même pas oublier ça. Alors il y a des limites. Alors ces limites, quelles sont-elles? Eh bien, parmi ces limites, il y a le fait qu'en Méditerranée, les navires grecs n'ont pas connu de progrès technique. Ce sont toujours les voiles carrées, vous savez. Il faudra attendre Christophe Colomb et ses caravelles. Les caravelles ont été inventées un peu quand même avant Christophe Colomb, mais il faudra attendre finalement la fin du Moyen-Âge pour disposer de ces navires à coque profonde avec des voiles triangulaires qui fonctionnent uniquement au vent, alors qu'en Méditerranée, c'est des galères assez lourdes qui
fonctionnaient avec des rameurs. Hein. Vous avez déjà vu certainement hein, ces films, ces péplums, où vous avez comme ça 2 ou 3 rangées de rameurs, hein, ce sont des triers avec 3 rangées de rameurs, hein, avec un type qui joue au tambour, enfin il ne joue pas au tambour, hein, il bat le rythme pendant que les types sont en train de se faire des muscles, ils ne se font pas vraiment des muscles, ils sont surtout en train de souffrir à ce moment-là. Ça va? Ça c'est à l'époque romaine essentiellement, hein, parce qu'à l'époque grecque, ce sont des rameurs qui sont des citoyens tout simplement. Hein. Donc les navires n'ont pas connu de progrès technique. Les cartes marines n'ont pas beaucoup évolué. Et sur le plan de l'économie monétaire, il y a effectivement des monnaies qui sont utilisées. Hein. Ce qui est utilisé, c'est la monnaie d'argent dans les différents royaumes hellénistiques. Il existe à côté de la monnaie d'argent des piécettes en bronze qui ont nettement moins de valeur, bien sûr. Mais il faut se dire que globalement, l'économie monétaire n'a pas supplanté l'économie naturelle, c'est-à-dire le troc, qui reste la règle à l'intérieur du pays. Vous savez ce que j'ai appelé la cora tout à l'heure, ce que la cora de la cité, ce que les Italiens appelleront au Moyen-Âge le contado. Hein, en Allemagne, on dit l'Interland. Dans nos régions, on dit le plat pays, hein, quand on parle des campagnes autour d'une ville. Et donc là, c'est encore l'économie naturelle, le troc, qui est utilisé. Donc majoritairement et très majoritairement, l'économie monétaire n'a pas supplanté cette économie naturelle. Toutefois, il faut retenir positivement que de grands ports existent. Je vous ai cité Délos, je vous ai cité Rhodes également, qui sont des ports de transit, mais il y a surtout cette ville qui domine complètement la Méditerranée orientale à cette époque-là, et peut-être tout simplement le monde méditerranéen, c'est Alexandrie. Alexandrie qui est une grande ville où l'on produit, où l'on consomme bien entendu beaucoup, où l'on fait du commerce. Et Alexandrie, c'est une ville qui est particulièrement bien protégée. Je vais terminer avec ça, parce qu'elle est protégée par son port fluvial, parce qu'Alexandrie se trouve sur un des bras du Nil dans le delta. Elle se trouve protégée également par son phare. Hein, donc vous avez une rade d'Alexandrie, et vous avez le fameux phare qui tient son nom justement de l'endroit où se trouvait l'île de Pharos, P-H-A-R-O-S. C'est un lieu-dit, hein, Pharos, qui a donné son nom à cette tour au-dessus de laquelle se trouvait jour et nuit, en tout cas surtout la nuit, un feu qui brûlait constamment et qui permettait aux navires qui étaient en Méditerranée, en période de tempête par exemple, de pouvoir voir de loin la ville d'Alexandrie. Et alors, parce qu'Alexandrie, vous avez plusieurs ports maritimes directement sur la Méditerranée. Donc, je termine par Alexandrie, qui est la grande ville. Maintenant, je vais vous montrer quelques livres pour compléter votre information, parce que je vois qu'il est tout doucement l'heure et que je dois arrêter mon commentaire. Alors, l'ouvrage de Will Mosse-Głogowski sur le monde grec et l'Orient, tome 2, le 4e siècle et l'époque hellénistique aux presses universitaires de France, reste, c'est bon comme ça? Voilà, un ouvrage de référence. Je vous avais déjà montré vendredi passé pour les campagnes, mais c'est valable aussi pour les villes et surtout pour le commerce, l'ouvrage de Rostovtsev, Histoire économique et sociale du monde hellénistique, chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Alors, le petit que sais-je de Paul Petit, La civilisation hellénistique. De Pierre Lévesque, Le monde hellénistique, dans la collection U2 chez Armand Collin.
de Pierre Cabanès, Le monde hellénistique de la mort d'Alexandre le Grand à la paix d'Apamée. J'aurais pu vous mettre sur votre ligne du temps également la paix d'Apamée, donc en 188 avant Jésus-Christ. Je ne l'ai pas fait. Alors, le monde hellénistique de Claire Préau, je vous ai apporté le tome 2, parce que c'est dans le tome 2 que l'on trouve la partie sur les villes. De François Chamou, La civilisation hellénistique, dans les grandes civilisations chez Artaud. Alors, des ouvrages plus spécifiques. Maintenant, alors, l'ouvrage le plus important, sans doute, pour l'exposé d'aujourd'hui, c'est de Xavier Lafont, Jean-Yves Marc et Maurice Sartre, La ville antique. C'est le tome 1 de l'histoire de l'Europe urbaine sous la direction de Jean-Luc Pinol. Collection Point. Au Seuil. Voilà. Alors vous avez tout un chapitre sur les villes hellénistiques. Donc c'est un ouvrage essentiel sur lequel je me suis évidemment basé aujourd'hui. Alors de Pascal Ballet, chez Hachette, dans la collection Vie quotidienne, la vie quotidienne à Alexandrie, de 331 à 30 avant Jésus-Christ. Alors, un petit fascicule publié par le Collège de France et qui a pour auteur Georges Lerider. C'est en fait sa leçon inaugurale à la chaire d'histoire économique et monétaire de l'Orient hellénistique, donc au Collège de France. Et enfin, de Geoffrey Lloyd, La science grecque après Aristote. Vous me direz, ça n'a rien avec le sujet, sauf que ça concerne en grande partie Alexandrie et la science hellénistique. C'est publié à La Découverte. J'ai dit.